Alors, quelles sont les nouvelles mesures fiscales pour cette année, pour 2022 ? On fait le tour de toutes ces baisses d'impôts en perspective avec Xavier Timbaud pour l'OSCE. Bonjour Xavier. Bonjour David. Bonne année. Ah ben oui, très bonne année 2022. Merci. Voilà, merci d'être là avec nous pour cette nouvelle année. Bon, pas mal de nouveautés fiscales prévues évidemment dans le budget 2022, mais qui rentrent en application à la fois pour les ménages et pour les entreprises. À commencer, évidemment, ça intéresse beaucoup de gens, la taxe d'habitation. Bon, voilà, vous me direz que ça sera pour les 20% les plus aisés. Oui. Pour eux, ça baissait par tranche. Pour les 20% donc les plus aisés, l'allègement qui était de 30 et quelques pourcents passe à 65, c'est ça ? 65%. Voilà. Avant d'être une exonération totale l'année prochaine. Voilà. Donc une réduction significative de la taxe d'habitation pour effectivement les 20% des contribuables les plus riches. Voilà. 2023 donc, plus aucune taxe d'habitation ne sera payée par aucun Français. C'est ça. Sauf si, ça pourrait être défait par une nouvelle présidence, une nouvelle majorité. Tout est possible, oui, mais effectivement. Donc ça sera voté, ça serait voté à la fin de l'année 2022, après l'élection présidentielle. Effectivement, on pourrait avoir un retour là-dessus. Bon, c'est relativement peu probable parce que cet impôt est quand même, serait perçu comme très impopulaire. Donc je pense que ça serait assez difficile à rétablir. Non, je pensais pour les 20% les plus aisés, pas pour tous. Oui, alors pour les 20% plus aisés, effectivement, c'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité. Même si le Conseil constitutionnel pourrait aussi dire qu'il y a pourrait dire qu'il y a plus égalité devant l'impôt. Bon, ça peut se discuter parce qu'il y a quand même un impôt progressif par ailleurs. Bon, c'est tout ça, c'est 17 milliards d'euros de coûts pour les comptes publics, 600 € en moyenne en tout cas, d'économiser en tout cas, qui ne sont plus payés tous les ans par les Français. Mais vous avez raison de pointer cela parce que c'est quand même un impôt qui est important. 17 milliards d'euros, c'est beaucoup, c'est pas rien. C'est beaucoup plus par exemple que l'impôt sur la fortune, qui pourrait aussi avoir des chances d'être établi à la fin de l'année 2022, suivant les scénarios de candidats. Voilà, mais c'est un impôt effectivement qui représente des montants très importants. Dans les nouveautés sinon, il y a ce versement en temps réel, il faut expliquer, la contemporanéisation, j'ai réussi à le dire, du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, pas tous les crédits d'impôt, pour l'emploi à domicile, ça touche quasiment 5 millions de Français qui emploient quelqu'un à domicile, c'est 50% du salaire qui est versé, qui est récupéré. Mesure favorable au porte-monnaie des Français, parce que quelque part quand on réfléchit, c'est surtout une avance de trésorerie, c'est pas une baisse d'impôt, c'est une avance. C'est pas une baisse d'impôt, c'est une avance de trésorerie, mais c'est quand même plutôt une mesure intéressante. Si vous voulez, pour que tout le monde comprenne bien, donc quand vous employez quelqu'un à domicile, quelqu'un qui va, par exemple, garder vos enfants, ou qui va s'occuper de vos vieux parents, ou faire le ménage chez vous, vous bénéficiez d'un... Alors, vous payez cette personne, vous payez des charges dessus, sur son salaire, et vous bénéficiez d'un crédit d'impôt qui ramène les charges que vous payez à zéro, en fait. Donc, qui égalise votre situation au niveau du SMIC, avec ce qui se passerait si la personne était employée par une entreprise. Ouais. D'accord ? Donc souvent on voit ce crédit d'impôt comme quelque chose de, un peu une sorte de niche fiscale, mais en fait ça correspond à l'allègement sur les bas salaires qui est payé par les entreprises. Ça donne de la cohérence. Et par les personnes morales. Donc ça donne de la cohérence, et puis par ailleurs on sait que c'est assez efficace parce que ça réduit beaucoup le travail au noir, d'une part. Ça permet d'avoir des droits sociaux aux personnes qui sont dans ces situations, qui sont souvent des emplois quand même très fractionnés, parce que vous avez rarement un employé à domicile à temps plein. Oui. Une chose qui s'est perdue. Et donc ce sont plutôt de temps anciens quand même. Hein. De temps anciens, exactement. Il y a une fois aussi à l'époque. Ouais. et donc, le fait de mettre en temps réel ce crédit d'impôt permet d'éviter d'avoir à faire cette opération qui était toujours un peu compliquée, qui était vous payez les charges sociales, vous sur votre déclaration d'impôt, ensuite vous déclarez le montant de salaires qui ont été payés et vous bénéficiez d'un crédit d'impôt à la fin de l'année qui vient vous rembourser en quelque sorte des avances que vous avez faites sur les charges sociales. Là, ça sera en temps réel quasiment. Là, ça sera pas quasiment, ça sera complètement en temps réel, c'est-à-dire que vous, au même moment où vous déclarez les salaires versés à votre employé à domicile, vous pourrez déduire le crédit d'impôt et donc ne pas avoir à faire d'avance. Donc ça allège la trésorerie. Bon. Et donc c'est une très bonne mesure parce que voilà, ça fait apparaître le vrai coût pour l'employeur particulier de cet employé à domicile. Et c'est donc une mesure. Et puis par ailleurs, on sait très bien que ceux qui sont contraints par la trésorerie sont plutôt ceux qui ont des revenus plus faibles. Cette histoire de crédit d'impôt était quand même un peu compliquée parce que quand vous ne payez pas d'impôt,
vous bénéficiez d'un crédit d'impôt, donc d'une somme qui vous était versée en fin d'année. Mais voilà, on est dans des catégories de personnes qui peuvent avoir des difficultés de trésorerie en fin de mois, qui peuvent payer assez cher leurs agios à la banque. Et donc, si ce n'est pas une réduction d'impôt à proprement parler, c'est quand même une mesure qui est plutôt favorable pour le pouvoir d'achat, en tout cas pour les catégories les plus modestes. Ça ne changera pas grand-chose pour les contribuables les plus aisés, parce que je pense que la question de la trésorerie ne se pose pas du tout de la même façon, mais voilà. Pour les plus aisés, il y a cette entrée en vigueur du malus auto au poids pour sur les voitures, en tout cas pour les voitures neuves dont le poids excède les 1,8 tonnes. Donc là, on est quand même sur du gros véhicule, on pense aux gros SUV, hors évidemment véhicules hybrides et électriques, il faut être cohérent. Voilà, il fallait aussi en parler. Ça concerne peu de gens, mais bon... Ça concerne assez peu de gens. Alors, il faut bien avoir conscience aussi d'une chose. Il y a le malus CO2 aussi. Voilà, il y a un malus CO2 dont le barème est augmenté, et donc qui passe à 40 000 € max. 40 000 €, ça commence à faire un sacré malus. Même sur des véhicules qui peuvent coûter très très cher, le genre de ceux que vous possédez. Absolument, j'en ai plusieurs. Donc vous voyez bien. Mais ça commence à représenter une somme conséquente sur l'achat de ces véhicules. Alors ça a beaucoup favorisé quand même la vente de gros SUV hybrides. Qui sont c'est une façon en direct d'ailleurs de favoriser ça favorise énormément les gros SUV hybrides, évidemment, parce que c'est le moyen d'échapper à ces malus. Maintenant, le malus au poids, puisque ça ne s'applique pas aux hybrides. Et ceux qui ont beaucoup d'enfants, d'ailleurs, on peut les rassurer aussi, ils ont droit à 200 kg par enfant avant l'application de ce malus au poids. C'est lourd, 200 C'est lourd, un enfant, oui. Comment on se vit l'année ? On a oublié. Quand ils sont bien nourris chez vous, il faut dire aussi. Il y a la réduction d'impôt, on en parle 2 secondes, après on parle des entreprises. Réduction d'impôt majorée pour investir dans les PME, encore une fois. C'est ceux qui veulent investir dans le tissu industriel. Il y avait, et économique français, il y avait une réduction qui existait déjà, qui était de 18%, réduction d'impôt, qui passe à 25% dans la limite de 50 000 € investis au capital des PME. C'est ça. C'est une mesure en fait qui... Enfin, je sais pas si vous on revient en arrière d'ailleurs quelque part. Au moment où l'ISF a été supprimé, il y avait un système d'investissement dans les PME comme dispositif d'exonération de l'ISF. Et donc, quand l'ISF a été supprimé, ce dispositif a été mis en place parce qu'il y aurait pu y avoir une rupture de financement en fait, pour un certain nombre de PME. Bon voilà, le fait que ce soit prolongé, ce n'est pas des dispositifs qui coûtent très très cher. Bon, voilà. Il y a aussi MaPrimeRénov' qui est reconduit, qui va peut-être concerner un peu plus de gens que les investissements dans les PME. Et avant qu'on parle des entreprises, quand même, David, il y a une réforme assez importante qui est faite de l'allocation adulte handicapé. Oui. Alors, ce n'est pas directement la fiscalité, mais ça change un petit peu la façon dont on pris en compte les revenus des conjoints pour les handicapés. C'est-à-dire il y avait une chose assez injuste qui était que le seuil pour l'adulte handicapé était calculé sur le revenu de l'ensemble du ménage. Et donc, du coup, quand un adulte handicapé était en ménage avec quelqu'un qui n'était pas handicapé, il voyait son allocation réduite. Donc là, c'est individualisé. Et là, ce n'est pas tout à fait individualisé, mais il y a un forfait qui est mis en place pour les handicapés en couple. Et donc, ça va conduire à quand même augmenter assez significativement pour un certain nombre de ménages modestes, dont un des membres, un des adultes est handicapé, les revenus. Donc, c'est une réforme plutôt intéressante qui était... réclamé depuis plusieurs années parce que c'était un élément un peu... D'injustice. Oui, un peu injuste dans cette allocation adulte handicapé. Un petit mot, il nous reste quelques instants pour parler des entreprises. Oui. Cette baisse de l'impôt sur les sociétés qui a démarré en début de quinquennat, on était à 33 un tiers, on est maintenant à 25%. Une baisse de 8 points en 5 ans, ce n'est pas rien, c'est 11 milliards d'euros pour nos finances publiques. On est désormais dans la moyenne haute quand on regarde les pays de l'OCDE, qui sont à 23, nous à 25, on est dans la moyenne haute. Oui. Donc on est de nouveau dans la course, même si on est moyenne haute. On est de nouveau dans la course, et puis ensuite ça se combine avec la réforme de l'impôt mondial et le seuil minimal d'imposition sur les sociétés. Et puis on peut espérer que dans un avenir proche, on ait aussi quelque chose du côté européen, en particulier sur le calcul de la base fiscale de l'impôt sur les sociétés. Je pensais que vous alliez me parler plutôt de ce qui se passe notamment aux États-Unis, alors c'est pas encore voté, au Royaume-Uni, qui va relever le taux d'impôt sur les sociétés, qui était de 19%, qui va remonter à 25% d'ici 2023, de voir qu'on est, certains diront à contre-courant, on revient en tout cas dans la moyenne européenne. En tout cas, oui, on va assister comme d'autres à vont une revenir forme aussi dans la moyenne européenne, de convergence. Voilà, une convergence assez forte sur ce sujet, et donc effectivement une diminution de la pression de la concurrence fiscale.
qui était un argument un peu compliqué. Alors il reste quand même encore plein de choses. Il y a encore plein de dispositifs d'exonération, comme les patent box par exemple. Les patent box. C'est pas le sujet du jour, mais allez-y. Quand vous avez des actifs immatériels, donc par exemple des brevets, vous pouvez avoir une imposition sur les revenus associés à ces brevets qui est minorée. Et donc qui fait partie d'un schéma d'optimisation fiscale dans lequel vous allez localiser vos actifs immatériels, là, typiquement des brevets. Dans des pays où la taxation, la fiscalité est plus faible. Et plus avantageuse. La France a mis en place des patent box, donc la France fait partie de ce point de vue-là des paradis fiscaux pour les brevets. Ça peut vous étonner, mais enfin, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Bon, il y a cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples aussi sur, par exemple, les plus-values sur les cessions d'actions qui permettent aux Pays-Bas d'avoir une position très favorable et de localiser une quantité très très importante de sièges. Toujours est-il que l'impôt sur société, en tout cas en France, maintenant, on est de nouveau plus ou moins dans la course, puisqu'on revient dans la moyenne européenne. Et puis, il y a ce mouvement de convergence, même s'il y a énormément encore de travail. Là-dessus, il faut saluer l'OCDE sur ces questions. Mais oui, c'est des choses qui changent, effectivement, par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans, où la situation était beaucoup plus dispersée, avec beaucoup plus de trous dans les législations, et beaucoup plus de possibilités d'optimisation fiscale, avec des conséquences économiques qui sont à la fois la perte de recettes fiscales pour les États, et puis aussi des localisations d'actifs qui sont faites en fonction de la législation fiscale, et non pas en fonction de là où sont les consommateurs, de là où sont les endroits où on produit la valeur ajoutée, donc qui conduisaient à des mauvaises allocations, en fait. Voilà, en tout cas, on voulait revenir sur ces bonnes nouvelles, notamment ces baisses d'impôts prévues donc pour 2022. Merci beaucoup, Xavier. Xavier Timbaud, donc. Avec plaisir, David. Économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci, à bientôt. Salut. À bientôt.